Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. La traversée du lac Abitibi attire de moins en moins d'adeptes, mais il y en a un qui en était dernièrement à sa 20e traversée consécutive. Alors, je reçois avec grand plaisir M. Yvon Calder. M. Calder, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Calder, c'est vous qui êtes l'instigateur de cette traversée-là? Oui, parce qu'en 1992, moi, pendant que le train existait, là, entre La Sarre et Cochrane, je prenais le train, puis j'allais débarquer tout seul de l'autre côté du lac Abitibi. Puis là, je traversais comme ça tout seul. Vous traversiez le lac Abitibi tout seul? Mais dans cette époque-là, moi, j'avais un petit traîneau, le plastique, là, bien petit, puis un sac de couchage, puis une tente, puis j'étais obligé de rentrer dans mon sac de couchage à 5 heures parce que je n'étais pas assez habillé pour tenir la soirée dehors. Ah oui. Fait que là, les nuits étaient très longues, tu sais. Mais je faisais le lac comme ça en 5 jours. Mais c'était pas risqué? Oui. Il n'y avait pas d'aide, c'est sûr. Les motoneiges, ils ne savaient pas, là, mais je donnais des avertissements à des gens quand même. Oui, c'est sûr, là, c'est sûr. Mais puis là, j'ai eu l'idée après ça, j'ai dit, quand Richard Perron il est allé au pôle Nord, j'ai dit, Richard, nous autres, on n'a pas tous les moyens d'aller au pôle Nord. Puis il avait eu la chance d'organiser un groupe et d'aller au pôle Nord, mais j'ai dit, on a nous autres, un pôle, nous autres aussi, le lac Abitibi, c'est à peu près la même distance qu'ils ont fait pour le pôle Nord, parce que les autres aussi, ils débarquent au 89e parallèle, ils font un parallèle, 110 km. J'ai dit, on a un 100, nous aussi, à faire. Fait qu'on pourrait organiser quelque chose. Puis là, on avait monté une organisation l'hiver pour faire la traversée de lac Abitibi. C'est pour ça que c'est venu. On a eu tant de monde que ça pendant plusieurs années. Oui, parce que moi, là, je on me avait un souviens exécutif qui fonctionnait à l'année longue. Et l'été, on organisait le raid des Conquérants, chose de vélo de montagne. Oui, aussi, exactement. Oui. Mais ça, ces organisations-là, à un moment donné... les gens qui s'essoufflent un peu? Bien, ça demande beaucoup de bénévoles. Puis... il y avait peut-être une centaine de bénévoles pour une centaine de participants à l'été. L'hiver, on avait 50, 60, 75 participants. Mais ça demande beaucoup de bénévoles. Bien, c'est sûr. Moi, j'aimerais revenir sur une chose qui m'a quand même impressionné beaucoup. Quand vous m'avez dit tantôt que vous preniez le train à La Sarre jusqu'à Cochrane. Puis là, vous preniez... on partait de l'eau-bouche, en fait. OK. L'eau-bouche, OK. Je débarque, le train peut arrêter n'importe où. Oui. Le train, c'est sa vocation. Là. Il fait encore ça, d'ailleurs, en bas de Sainte-Terre. Oui. Fait que je débarquais à l'eau-bouche, là, qui est juste tout près l'autre bord du lac Abitibi. OK. Puis là, vous étiez seul. Oui. Mais moi, je voulais être le premier à le faire. Fait que quand on veut être le premier, il faut y aller tout seul. Mais là, vos proches n'étaient pas inquiets? Bien, ma femme est un peu habituée parce que j'ai toujours fait des expéditions. Tu sais, j'ai fait déjà l'Aricana, la Nottawa, la Broadback en canot l'été. Là, je partais jusqu'à peut-être 20 jours au début juillet parce que moi, j'étais un enseignant. Puis quand je tombais en vacances, mais là, je partais en expédition. Fait que j'ai fait ces grosses rivières-là qui sont infiniment plus dangereuses que faire la traversée du lac. Là. C'est vraiment très dangereux, ces rivières-là. Qu'est-ce qui est si dangereux? Bien, c'est les rapides. On est à une altitude de 1000 pieds ici, puis il faut descendre à la mer. Et ça descend pas... Descendre dans la mer, ça veut dire, est-ce qu'on s'entend à 900... Nous autres, on est à quoi? 930, 940 pieds au niveau de la mer environ? Oui, c'est ça. Mais il faut descendre, comme l'Aricana, on descend dans la baie Anna qui est à 0 pieds. Là. On est au niveau de la mer, c'est la baie James. Là. On descend la rivière Nottawa, c'est la même chose. Le port de Matagami, Broadback, port d'un peu plus haut de Matagami. Puis ça descend pas nécessairement... C'est des cassés qui descendent. C'est très à pic. Des sections qui sont très, très raides. Là. Est-ce que vous le saviez avant? Oui, on le savait avant par les cartes. Là. OK. Puis on se fiait aux cartes, puis on y allait comme ça. Ah, ça m'impressionne réellement, M. Calder, parce que je ne pensais pas ça. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé dans ces expéditions-là? On va revenir tantôt à la traversée, là. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, mettons, de pire dans c'est ces sûr que des fois, il y a des voyages-là? rapides qu'on a pris des chances, puis on les a manqués, puis on a viré à l'envers, puis on est descendu en bas avec le canot. C'était après le canot, puis on prenait des chances parce que c'était trop long de faire des portages. Puis, alors, des fois, on se disait, si on descend ce rapide-là, puis on s'emplit plein d'eau, puis on arrive en bas, on va sauver du temps. Fait que, oh non, ouais. on venait téméraire, là. Oui, c'est sûr qu'il faut le faire parce que faut être hasardeux un peu.
sais, à force d'en faire, on en fait un, puis on en risque un autre, puis on en risque un autre, puis il faut faire attention parce qu'il y a quand même des chutes importantes, ces grosses rivières-là. Oui, parce que si vous êtes arrivé un accident, une fracture, des choses comme ça. Dans cette époque-là, on n'avait pas de radio-satellite non plus. On partait, puis on disait, dans 20 jours, si on n'a pas donné de nouvelles, vous enverrez un avion qui survolait la rivière. Tu sais, on n'avait pas de radio, c'était pas possible. Vous étiez avec qui dans ce temps-là, surtout? Bien, c'était... On partait 4 ou 6 personnes, et puis soit 2 ou 3 canots, là. Et puis, ça se faisait assez bien. Ça se fait encore, l'Aricana. Il y a des gens qui la font encore. Ça se fait couramment, l'Aricana. Qu'est-ce qui aurait pu, ou qu'est-ce qui vous est arrivé, je parle physiquement, là. C'est sûr que vous avez, comme vous êtes viré à l'envers, puis tout ça, vous en êtes bien sorti. Mais vous êtes arrivé certainement des choses plus graves que ça, là. Non, bien, surtout dans le Nord, c'est le froid. Il y a des journées qui sont très froides, puis... mais tu sais, dans le Nord, c'est un extrême. Soit qu'il fasse excessivement beau, comme aujourd'hui ici, là, ou qu'il fasse très, très froid. Il n'y a pas de milieu, c'est rarement de milieu dans le Nord. Souvent, c'est très beau, très chaud, ou c'est très froid. Même au mois d'août, on a fait des excursions au mois d'août, puis on a eu des 3 ou 4 degrés. Mais 3 ou 4 degrés dans l'eau quand il est mouillé. Non, c'est pas... C'est pas chaud. Non. Mais comme la traversée du lac, c'est un peu pareil. Cette année, on a eu 2 journées faciles au départ. C'est même trop facile parce que la neige est collante. Puis après ça, on a mis une tempête. C'est ça, oui, on va en revenir sur ça, M. Calder. Mais destination nord-ouest, ça ne vous a jamais... ça me... C'est que Mme Moreau, que j'ai reçue ici, qui l'a faite à 2 occasions. Oui, puis qui a fait la traversée avec nous autres l'an passé. Exactement, c'est ça. C'est sûr, mais destination nord-ouest, ça prend beaucoup de temps. Tu sais. Oui, c'est sûr. Quand que je suis pas chez nous, moi... personne ne m'a remplacé là, pour faire tout ce que j'ai à faire à la maison. On parle de 3 mois peut-être de partir. Oui, c'est sûr. C'est long, là. C'est ça qui me rebute un peu. C'est sûr que c'est des expériences difficiles, ça. Oui, parce que j'ai reçu... Jacob Racine... Oui, c'est ça, mais Jacob, entre autres, que j'ai reçu ici aussi. Il était avec nous l'an passé. Puis là, présentement, Jacob, il est au Terre de Baffin, je crois. OK. Faire une expédition. Il est monté dans... Okay. Mais tu sais, c'est des gens que, comme Diane Moreau puis Jacob, c'est des gens que quand on fait la traversée, on s'aperçoit qu'ils ont ça dans les autres. C'est instinctif, là. Okay. Ils font tout ce qu'il faut faire, puis on n'a pas besoin de leur dire rien, là. Tout est correct. On va revenir à la traversée du lac Abitibi, M. Calder, si vous me permettez. Au début, il y a 20 ans passés, vous l'avez fait seul. Après ça, vous en avez parlé, M. Perron. Puis là, ça a pris forme. Puis bon, mais moi, je me souviens quand on allait vous voir passer là, en dessous du pont à Galichan, ou non, ou en tout cas, dans ce coin-là. Oui, là, le pont qui va à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, OK. Puis on allait vous voir passer, puis mon Dieu, il y avait du monde. Il y avait du monde. Vous étiez combien au début? Bien, le maximum que vous avez été? On était 75, je crois, le maximum. 75? Oui, mais la première édition, on était 19. Puis après, il y en a qui se sont greffés d'année en année. Tu sais, dans ces années-là, quand même, on avait beaucoup de support pour des motoneiges. Puis il y avait qui balisaient. Gens allaient à votre rencontre? On avait une équipe de motoneige qui balisait un chemin. Fait qu'on pouvait apporter des gens qui étaient moins en forme physique. Oui. On avait un système de tente avec un guide qui était responsable de 4 personnes. Et les gens vivaient dans une tente à 5. Maintenant, on est sur un système autonome complètement. Chacun a sa tente, chacun a tout ce qu'il faut pour vivre, se dépanner lui-même. Pour lui seul. Seul. Disons les autres pourraient disparaître, puis pourraient être seuls là, puis ils seraient quand même autonomes. Okay. C'est ça qu'on demande aux gens, ceux qui viennent, il faut qu'ils soient complètement autonomes. Tandis que dans cette époque-là, les 5 étaient liés ensemble. Il y avait besoin des 5 pour monter la tente, parce que ça se tenait avec les skis puis les bâtons. Okay. Puis il y en a un qui avait le réchaud, l'autre avait la nourriture, l'autre avait la vaisselle. Tout le monde partageait l'équipement pour les 5, tu sais, c'est par groupe de 5. Okay. C'était une autre façon de faire, puis ça permettait d'initier des gens. Quel était le principal mais dans cette traversée-là? Là, on parle d'il y a peut-être 10-15 ans passés. Est-ce qu'il y avait des mets spécifiques pour donner de l'énergie? On avait quand même, dans ce temps-là, c'était commencé, la nourriture qui est lyophilisée, c'est-à-dire déshydratée. Oui, exactement. Fait que la base de ça, le soir,
on n'a qu'à faire bouillir de l'eau, puis à mélanger ça avec, C'est ça. avec ce contenu-là. On l'attend une quinzaine de minutes, puis c'est prêt. Ça, c'est notre base. Ça. C'est très léger, facile. Mais on amène quand même des déjeuners, tu sais, tout ce qu'il faut pour... il y a beaucoup d'à côté là, qui sont... Mais c'est difficile, les à côté, parce que si vous amenez de quoi, ça va geler. Fait que là, vous dites, si vous pratiquez, vous le mettez une barre de chocolat, si vous la mettez dans le congélateur, vous la prenez, bien, vous risquez de vous casser une dent. C'est déjà arrivé. Oui, exactement, c'est vrai. Une barre tendre. Il faut tout essayer avant. C'est tout pensé. Oui, il faut essayer. Il faut prendre les choses. Si on achète simplement des galettes, il faut les essayer. Il y en a qui gèlent, il y en a qui ne gèlent pas. C'est ça. Alors, ceux qui gèlent, c'est difficile parce que vous allez être pendant 4 jours dans un congélateur. Oui, exactement. Normalement. Oui. Moi, si je vous demandais, là, au fil des années, qu'est-ce qui a fait que l'enthousiasme a beaucoup diminué, assez que vous vous êtes retrouvés cette année? Vous étiez, je pense... On était 9 cette année. 9 cette année à comparer à 72 ou 75. Ben, disons c'est quoi qui... Je crois que c'est quand même... tu sais, les gens me contactent durant l'automne, là, puis... c'est tous les gens qui désirent faire, qui n'ont entendu parler déjà, puis qui désirent le faire, puis qui ont fait un peu qui veulent faire du camping d'hiver. Parce que dans le fond, c'est une marche en ski. Oui. Puis c'est 3 soirs de camping d'hiver. Puis le camping d'hiver, ben c'est vraiment du camping. C'est du vrai camping. Oui, c'est spécialisé. Oui, je comprends, oui. Mais par contre, on se sert beaucoup de la neige pour faire des genres de promontoires pour mettre nos réchauds, puis on sculpte la neige pour placer nos choses. Fait que ça devient différent, c'est intéressant. De toute façon, on n'est pas embarrassé avec les moustiques non plus. Là. Non, exactement. Cette année, ça a été un petit peu plus difficile. Vous avez été obligé de raccourcir votre trajet? Oui, parce que si on le fait sur 4 jours, la traversée du lac, là, on ne peut pas se permettre de perdre un après-midi. Okay. On a besoin des 4 jours pour faire nos 20 km par jour au moins. Et puis la journée du 3 avril, je pense le samedi, quand il y a eu une tempête, on a quand même fait, mettons, 12 km dans cette tempête-là. Et quand on est arrivé à une île qui s'appelle Poplar, bien, l'île suivante là, était à 8 km. Puis 8 km là, dans un blizzard où on ne voit rien du tout, là. Et puis le vent était... Si le vent était plus nord, mais il était nord-est, puis notre direction était est. Ah, OK. Fait qu'on l'avait sur le côté du visage, puis ça nous faisait la neige fond sur notre visage. Puis ensuite, ces 8 km-là nous auraient pris au lieu de 2h15. Normalement, on fait 8 km à peu près en 2h15. Là, on l'aurait fait à peu près en 4h30. Ah, mon Dieu. Mais ça ne nous aurait pas porté encore assez loin pour que la dernière journée, on puisse terminer à Plage Rotary. Okay. Fait que là, on s'est dit, moi j'ai dit aux gens, de toute façon, on ne peut pas terminer à Plage Rotary parce que si on fait ces 8 km-là en 4 heures, on n'arrivera pas assez loin pour le terminer quand même. Fait qu'on est mieux de ne pas prendre de chance. C'est ça. Parce qu'avec les tentes et à l'abri d'une île, on peut très bien survivre dans une tempête. Mais la tempête, là, c'est que normalement, dans une tempête, il ne fait pas tellement froid, même s'il neige. Mais là, c'était pas ça, là. À mesure que les heures passaient, c'était moins 10, moins 15, moins 16, moins 17, ça descendait. Puis après souper, c'était rendu à moins 25, puis là, dans la nuit, c'était moins 30. OK. Fait que le lendemain, il restait quand même beaucoup de vent aussi, mais à moins 30. Ben oui, c'est pas pareil, là. Exactement, non, c'est pas pareil. Pour vous, une 21e traversée l'année prochaine? Ben probablement, oui, parce que à chaque année, quand on fait une traversée, on va marquer dans un livre... ce qui a bien été, puis ce qu'on aurait dû apporter de plus. C'est sûr, parce que on corrige d'année. On corrige les choses. Est-ce que vous faites des contacts pour, mettons, pour une 21e traversée? Est-ce que ce sont des gens qui les gens vont nous contacter. Je n'ai pas encore contacté, mais les gens qui sont venus cette année vont en parler à d'autres. C'est ça. Cette année, on avait quand même une équipe assez spéciale. On avait M. François Lefebvre, qui était directeur de la SOBFEU du Québec. OK. On avait 3 filles qui avaient 2 années de médecine de fait. Et les étudiants en médecine, ils sont rendus pratiquement à faire les internats, là, qu'on appelle. Oui. Fait que, puis eux, il avait dit le professeur, on veut faire une expérience nordique. Fait que, avec toutes les photos qu'ils ont ramenées de la tempête, ils vont pouvoir prouver qu'ils ont essayé des conditions nordiques. Oui, c'est ça. Puis, on avait un physiothérapeute aussi, un petit gars qui a 25 ans, qui était allé déjà au camp de base de l'Everest.
OK. C'est les gens qui avaient... Fait que vous aviez quand même une très belle équipe encore cette année. Oui. Monsieur Calder, merci infiniment, c'était très intéressant. Puis on vous souhaite une 21e, une 22e, une 23e traversée. Mais vous rendre au quart de siècle, tiens. On n'est pas nombreux, mais on va garder quand même la tradition. Exactement. C'est ce qui compte. Merci beaucoup, M. Calder. Merci bien. Okay. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le club de curling de Lassar veut se faire connaître de la population. Alors, pour nous en parler, je reçois M. François Melançon et M. René Canel. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, messieurs. C'est toujours avec plaisir qu'on reçoit les gens et surtout quand on veut faire de la promotion. Faire de la promotion, c'est important. Puis, on va faire de la promotion du curling. Moi, si je vous demandais, là, à brûle pour point comme ça, qu'est-ce qui fait que le curling est un sport qui est moins populaire que, je dirais, la majorité des autres sports? Il me semble qu'on en entend moins parler. Moi, j'ai eu des notes ici là, qui me disaient là, que le curling à Lassar depuis 1977 ou environ, que ça existe. Ouais. Puis, on en entend parler un peu, mais là, je pense que vous voulez mettre l'emphase le plus possible sur ça. Mais qu'est-ce qui fait que le curling, à mon point de vue, est peut-être moins populaire que le hockey, entre autres, et puis tout ça? Qu'est-ce qui fait ça? Oui, ça, c'est une question que tout le monde pose. Le curling, c'est plus peut-être un sport qui a été d'origine anglaise. Oui, exactement. En Écosse. Oui, en Écosse. Et nous autres, on pratiquait un peu moins le curling. Par contre, avec les Jeux olympiques, on voit de plus en plus de curling. On regarde les réseaux des sports, on en voit de plus en plus à la télévision. Et c'est un sport qui, je suis sûr, tu as pas mal de tactique, tu as pas mal de cardio. Quand on voit les balayeurs brosser la pierre. Les ampoules sur les mains. Oui. C'est ça. C'est pas mal du cardio. Oui. Donc, on pense et on veut faire des gestes. C'est pour ça que François est en charge du comité de relance du curling. On veut montrer aux gens c'est quoi le curling. C'est un sport qui est le fun. C'est un sport, excuse l'anglicisme, c'est un sport de gentleman. Le score est un petit peu important. Par contre, on se donne la main. On s'amuse. On s'amuse pas une compétition comme le hockey, si vous voulez. Là, c'est quand même un sport, comme vous le dites si bien, on fraternise, on s'amuse. C'est un sport social, c'est ça. Puis, après la partie, on s'échange. Oui. En avant d'un Pepsi, d'un Coke. Disons, OK. Comme ça, là. Et puis, on rejoue notre partie, puis la prochaine partie, on va essayer de faire ci, ça. Alors, tu as beaucoup de tactiques. Oui, parce que j'ai joué du curling déjà. Puis ceux qui pensent que c'est un sport tranquille, je veux dire, en ce sens, physiquement, c'est pas dur, puis tout ça, mais comme M. Canel le disait si bien, allez passer le balai pour le fun. Vous allez voir que le lendemain, moi, j'avais des ampoules, puis j'avais mal dans les cuisses, j'avais mal à peu près partout, parce que la pierre, c'est quand même pesant, ça, là, c'est pas... c'est 44 livres. C'est 44 livres. Ouais. Fait que ça prend... Moi, j'ai joué déjà du curling, puis je sais de quoi je parle, là, puis on n'envoie pas ça à peu près, cette pierre-là, là, c'est du calcul, c'est tellement... c'est scientifique. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est vraiment... moi, chapeau à vous autres si vous pouvez, là, je dirais, remonter. Il faut qu'on remonte. Parce que c'est un beau sport. Parce que le club de curling, présentement, on se situe à peu près à 45 membres, 50 membres depuis les 5 dernières années. Et je pense qu'il faudrait avoir peut-être... Idéalement, 15... ça serait quoi? Ça serait 70, 80 membres, facile. Là. OK. Parce qu'on est capable d'accommoder beaucoup plus que ça, là, mais c'est pas une question de survie, là, mais une question d'avoir tous les soirs de la semaine occupés. Ça nous prendrait à peu près 70, 80 voix. Objectif qui pourrait être atteint, oui. On espère. Oui.
François va te répondre aux Oui, c'est questions. ça, exact. On s'en vient, François. On s'en vient là. C'est fort intéressant. L'âge Donc, moyen des joueurs. Parce que très souvent, on va penser que bon, c'est un sport de 3e âge ou à peu près, mais non, on voit beaucoup de jeunes qui jouent du curling. À la serre, c'est quoi à peu près l'âge moyen? L'âge moyen à la serre, c'est un petit peu assez âgé. OK. C'est un petit peu ça qui est le problème, c'est que la moyenne d'âge est un petit peu élevée. La jeune... Mais dans vos buts, ce serait aller chercher d'aller de chercher 25 à 40 ans. de 25 à 40 ans, C'est c'est un peu ce qui est ciblé. C'est pas nécessairement juste à la serre, là, c'est un petit peu. Oui, mais c'est ça un aussi. peu partout. C'est ça là, qu'on a tendance très souvent là, à dire bon, ben, c'est le club de curling de la Sarre, c'est pour les gens de la Sarre. Puis si je reste à Palmarol ou si je reste à Nord-Métal, j'ai pas d'affaires là, mais c'est pas ça. Là. Il faut s'entendre que c'est quand même Abitibi-Ouest, là, surtout. Parce qu'avant qu'on aille le curling à la serre, je m'excuse François, là, tu vas parler tantôt. Avant qu'on aille. On s'en vient, François. Avant qu'on aille le curling à la serre, on allait jouer à Nord-Métal. Nord-Métal, il y avait un club de curling, malheureusement fermé. Et puis on jouait là. Puis là, ben, on a ouvert après. Fait que c'est ça. François, parle. Bon, là, on est rendu au format. Là, vous avez formé un comité. Monsieur Melançon, c'est votre tour. Vous avez formé un comité. Moi, si je vous demandais c'est quoi la formation de ce comité-là, ce sera quoi son rôle? Puis qui en fait partie? En fait, on a fait ça il y a à peu près tout juste quelques semaines, un mois, un petit peu plus, avec René qui s'occupe du curling à la Sarre. Puis comme je joue moi-même depuis une couple d'années, depuis 2 ans, là, après les Olympiques de Vancouver, moi j'ai pris goût, puis ma famille aussi, mes enfants, puis on se dit ça se peut pas que ça n'intéresse pas d'autres personnes. Et graduellement, on essaie, là, il y a des gens qui viennent l'essayer puis qui adoptent aussi ce sport-là. Donc, pour revenir à la question, c'est qui fait partie et combien sommes-nous? On est 4 dans le comité de relance qu'on appelle du curling. Il y a, les gens connaissent beaucoup Michel Richard à la Sarre. Oui. Michel des Immeubles Excel. Michel joue aussi depuis quelques années, puis il a ça à cœur, donc il fait partie du comité. Il y a Pierre Beauchemin, que je ne sais pas comment ça fait longtemps qu'il joue Pierre, mais il y a 2 ans. Il est fort intéressé, bon, comme moi, donc il est fort intéressé à de faire connaître ça à d'autres aussi. Et il y a Mario Larouche de la Sarre aussi, qui compose le comité comme tel. Si on prend votre cas à vous, M. Melançon, ce que vous venez de dire que ça fait 2 ans que vous êtes comme initié au curling, comme Michel Richard aussi. Bon, disons que vous sembliez former une nouvelle équipe là, que vous jouez depuis une couple d'années seulement. Mais si on prend votre cas à vous, qu'est-ce qui vous a emmené tout à coup à jouer du curling et à aimer le curling? Bien, en fait, moi, c'est arrivé il y a exactement 2 ans après les Olympiques de 2010 à Vancouver. Okay. En fait, ça tombait avec l'anniversaire d'un de mes frères, Louis, que certains connaissent. Louis avait 50 ans à l'époque, puis on l'a surpris là. On lui a dit, viens jouer au curling, on va jouer au curling. Puis à quelques jours avant sa fête ou après, je me souviens plus, on l'a invité là. Puis on a fait la fête là, mais on a joué au curling ensemble, toute la famille, là, quelques amis, puis la famille. Puis plusieurs ont bien aimé ça. C'est pour ça que je disais tantôt, là, c'est là que j'ai pris la piqûre. Ma blonde aussi, les 2 enfants qui étaient ici, sur mes 3, qui étaient à la Sarre. Donc, on a pratiqué le curling là. Puis, on a voulu y retourner la semaine d'après, puis la semaine d'après. Puis, on a fini la saison là, avec 5-6 occasions de jouer. Puis, là, on avait hâte en l'année d'après. C'est ce qui est arrivé. M. Kennel, 2 choses. On dit que... Et c'est vrai, je pense que plusieurs personnes, même à la Sarre, qui ne savent même pas. Bien, on dit la Sarre, on peut dire Abitibi-Ouest, qui ne savent même pas qu'il y a un curling qui existe à la Sarre. Puis même, je me suis même fait dire qu'il y en a qui pensent que c'est un club select, c'est un club privé. Non, c'est un club, c'est une organisation sans but lucratif. Le curling est situé adjacent au Colisée à la Sarre. Effectivement, tu as un peu raison, Gaby. On manque un peu, là, on est appelé à travailler là-dessus, peut-être pour avoir... renseigner les gens. C'est ça, renseigner. Peut-être avoir une petite enseigne pour indiquer où est le curling. Il est un petit peu en retrait, mais il est juste à côté du curling. Okay. Et on fait des portes ouvertes
Disons, vous allez mettre l'accent beaucoup plus pour faire connaître. Ouais, faire connaître les gens le peuvent club jouer. curling, qui est un club de Alassar, mais qui est pour l'Abitibi-Ouest. Puis on veut faire jouer tout le monde. Puis c'est pas privé. Puis ça coûte combien pour en faire partie? C'est le gros de l'affaire, c'est ça. Ça coûte pas cher au curling. Okay. Parce que les pierres, on n'apporte pas nos pierres. Ah, C'est pas non, comme non, au les golf. pierres, Là, les bâtons, il y en a une panoplie de bâtons qui sont déjà là. Évidemment, quand on joue un petit peu plus, on souhaite avoir un peu notre équipement. Mais au début, tout est là. Et on apporte nos espadrilles, si on veut. Il y a déjà des glissoires qu'on peut mettre en dessous de un des deux souliers, là, dépendamment si on est gaucher ou droitier. C'est déjà là, c'est fourni. Le coût de l'abonnement pour un an. Alors, on commence notre saison normalement milieu octobre. On l'a fini autour du 12 avril avec le tournoi de fermeture. Okay. C'est 200 pièces d'abonnement. C'est pas Et énorme. on peut jouer quand qu'on veut. Donc, c'est un sport qui n'est pas onéreux du tout. Non, parce du que tout, si du on tout. compare à plusieurs autres sports, qu'on ne nommera pas, mais qu'on peut comparer à plusieurs autres sports qui sont beaucoup plus dispendieux. Fait que ça veut dire qu'à ce coût-là, le joueur n'a presque rien à fournir, tout simplement. Puis d'autant plus que, comme René, tu dis, il y a l'abonnement. On cherche à avoir des nouveaux membres, c'est sûr, mais on veut aussi dire aux gens qui peuvent venir essayer le curling. Puis à ce moment-là, ça ne coûte pas cher. Ils vont s'en tirer à... S'ils veulent louer ça à un bon groupe, ça va coûter que 50 $ louer 50 ça. Là, maintenant, on est ouvert le dimanche, là, durant la saison. On va regarder un peu les heures. On sait que le fait que ça soit dans une ligue de soir, mais les gens qui n'ont jamais joué ne veulent peut-être pas arriver dans une ligue. Là. Ils ne savent pas jouer encore. Ils veulent venir pratiquer, oui, ils veulent essayer. Donc, à ce moment-là, on va regarder des plages de temps dans la semaine, la fin de semaine, comme c'est le cas maintenant, le dimanche, où les gens peuvent venir essayer. Puis, ça va leur coûter comme 5 $. Oui, c'est ça. Ce à quoi je veux en venir, parce qu'il y a deux initiatives là, qui ont été mises sur pied, soit inviter les gens à venir essayer ce sport, à débourser 5 $ ou environ. Puis, il y a la création d'une page Facebook aussi. Ouais. Fait que ce sont les deux initiatives là, qui sont déjà faites, qui sont déjà sur place depuis quelques semaines. Okay. C'est ouvert le dimanche depuis plusieurs semaines. En fait, depuis le début de la saison, on était là le dimanche, mais pour le faire connaître, c'est tout récent, là, tout juste il y a un mois à peu près. Là, on a fait ça après un tournoi là, qu'on a fait connaître ça. Puis on sait ce qu'on va faire. On va faire un paquet de gestes que les gens vont, un, savoir qu'il y a un curling, deux, vont savoir qu'ils peuvent jouer au curling, trois, ils vont savoir que ça coûte pas cher pour jouer. Puis à la limite, s'ils n'aiment pas ça, ils sont pas obligés de revenir. Ils sont pas dans, nécessairement. Un peu comme les quilles. C'était à l'époque à la Sarre, maintenant à Mécamique, les gens peuvent aller jouer au quai au moment qu'ils le veulent, puis essayer, puis à la limite. Mais souvent, quand on pratique un sport comme ça, qu'on sport familial aussi, moi, que j'irais avec ça aussi. Oui, c'est un sport familial. Oui, on peut aller en famille. famille. Tout à l'heure en montant. Vous l'avez fait, justement. On veut, François, dans ses idées, là, tu peux peut-être te renchérir là-dessus, le tournoi familial que tu me parlais. On pense un peu comme je l'avais déjà fait au quai, on a fait un tournoi familial. Donc, une activité d'une fin de semaine dans un tournoi où il y a un paquet de prix puis un paquet de plaisir parce que c'est pas axé vraiment sur la performance, mais beaucoup plus sur le plaisir. Ça, exactement. Puis de faire connaître tout ça en même temps. Vous avez fait un beau rapport avec les quilles, exactement. Parce que souvent, on va aller jouer au quai en famille. Ouais. Puis ce n'est pas une compétition. On va là pour relaxer, s'amuser. Et le curling, moi, quand j'en ai fait, j'allais pas là pour gagner, j'allais là pour relaxer entre amis. On se faisait du plaisir. C'est ce qu'on cherche à faire. Exactement. Je reviens un peu sur le fait, Gabi, que tu m'as indiqué tantôt que tu avais déjà joué au curling. Oui. On sait pour ça qu'il y a des gens qui ont déjà joué au curling il y a 20 ans, 15 ans, bon, ces choses-là. Puis dans ce temps-là, c'était pas tout à fait pareil, je pense, parce que je me souviens d'avoir joué aussi. C'était des grands ballets, je sais pas, c'est les grands ballets canadiens. Exactement. Les grands ballets auxquels ça prenait tout un Ça, c'est les bras. Messieurs, merci infiniment. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite tout le succès possible et puis on va s'en reparler, j'en suis persuadé. Alors, bonne fin de saison. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Ciao.